Salut mes petits pragmas. Attends, je vais baisser un peu mon micro parce que sinon vous allez pas me voir. Comment est-ce qu'on va? Depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo format newser. C'est intéressant, hein. Alors en ce moment, hein, vous savez, hein, c'est le rush sur l'exploitation, c'est un énorme rush. Surtout qu'on a pris des précipitations énormes. Donc là, en quelques jours, faut absolument qu'on plante tout ce qu'il y a à planter. Donc on fait que courir, et c'est des milliers et des milliers de plants sur 6000 m² à, on va dire, une personne, un quart. Et oui, pourquoi je dis pas deux personnes? Parce que Sabrina fait énormément de marché, et donc le temps qu'elle est là, elle s'occupe de récolter et de faire du désherbage principalement. Donc la plantation, c'est pour ma pomme. Je regardais même des trucs là dernièrement là pour m'aider pour un petit support à l'entretien des cultures et tout ça. Putain, ça coûte tout de suite des ronds, hein. Je voulais voir pour mettre derrière une moto bineuse, pour une barre de déport, pour mettre des outils. Ça va pas sur une moto bineuse, ça va sur un motoculteur. Rien que la barre, porte-outils, c'est 200 balles. Mon motoculteur, lui, il est en panne, donc c'est pareil, il faudrait racheter un moteur, t'en as pour 300 balles, ou directement passer sur un motoculteur neuf, et là t'en as pour 2500 balles. Bref, on n'a pas les moyens, donc je continue à tout faire à la main. Sinon, faites des dons. Comme ça, je pourrais faire plus de vidéos le soir, je serais moins crevé. Eh non, parce que ces derniers temps, effectivement, quand on est rentré de soir, eh bien, d'habitude, je prends un petit peu de temps pour discuter avec des amis, pour jouer avec des amis, etc., faire des jeux online avec des copains, mais là, non. On rentre, on mange, et on se pieutait. On essayait de regarder un peu la ferme de Clarkson, et puis... oh là là, même pas la peine. On tenait un quart d'heure et on s'endormait. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc je vous raconte un petit peu ma vie. Et vous, est-ce que vous allez bien? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on reprend le format newser, et je vous avais promis une chose, je vous avais promis qu'on parlerait de l'Everest. Vous savez, Inoxtag est parti faire cette ascension dans l'Everest, et avec cette ascension, il y a eu une levée de boucliers de personnes qui font l'Everest, qui est considéré comme le truc, vraiment le summum de la montagne, faut être entraîné, etc. Donc il y a un petit peu d'émulation derrière tout ça, sauf que l'Everest d'avant, cette compétition vraiment de sportifs, etc., c'est plus que l'Everest aujourd'hui. L'Everest aujourd'hui est un lieu touristique. C'est devenu tellement un lieu touristique que c'en est devenu une poubelle. Je rigole pas. C'est vraiment... En fait, la neige a recouvert les monticules de crasse qu'il y a sur l'Everest. On a même des chiottes à ciel ouvert. C'est un toilette sèche géant. Alors quand c'est gelé, ça va, tout va bien. Quand ça commence à fondre, ça peut commencer à faire des désagréments et puis des maladies. Enfin bref, je vous ai trouvé un article qui traitait de ça, et on va le voir ensemble. C'est un article de Reporter. Est-ce qu'il est bien cadré? Toc toc toc. Peut-être que je diminue un peu sur le côté là. Hop là, voilà. Everest, comment le toit du monde est devenu la poubelle de riches touristes. Eh oui, hein, c'est pas pour les prolos, il faut un petit peu de rond aussi pour aller là-bas. Bah oui, t'as tout l'équipement à te payer, t'as les guides à payer, etc., pour revenir en vie quand même, hein, c'est un petit peu la moindre des choses. Et puis forcément, tu as ce truc des touristes qui, comme ils ont payé, ils ont le droit, et même tu as l'obligation de les emmener jusqu'en haut de l'Everest. Même s'ils peuvent pas le faire, c'est pas grave, même si tu dois y laisser ta vie, toi, pour que lui y monte, ah oui, c'est pas grave, ils ont payé, donc ils y ont droit. Non, mais au niveau mental, il y a un problème. Bouteilles d'oxygène, restes de tentes et excréments. Les riches touristes qui gravissent l'Everest laissent derrière eux des tonnes de déchets. Descendre ceux-ci, très difficilement, est un casse-tête. Et ça, tu vois, ça fait écho à une vidéo de David, la croisée des chemins, où il a accueilli des personnes un peu plus aisées dans son camping, hein. C'est un camping à la ferme, et d'habitude il a une clientèle qui vient pour le camping à la ferme.
Sauf que ces derniers temps, il y avait le débarquement. Et avec le débarquement est arrivée une classe touristique un petit peu autre. Eh bien, il s'est retrouvé avec des personnes qui ne triaient pas leurs déchets, alors qu'il a les bennes et tout pour faire le tri, etc. Et les gens, ils balancent ça là-dedans, et puis démerde-toi, tu trieras mon chien. Voilà. Mais c'est ça, hein, les personnes qui ont du pognon, ou cette génération de boomers, c'est ça en fait. C'est, vas-y, après moi le déluge, j'en ai rien à foutre, j'ai le pognon, je paye, j'ai droit, t'es mon esclave. Voilà, c'est ça. Hein. Des vieilles tentes abandonnées, des bouteilles d'oxygène rouillées, des gants troués, un casque d'escalade et du plastique, beaucoup de plastique. Nous ne sommes pas dans une décharge à ciel ouvert, mais sur les pentes de l'Everest, la plus haute montagne du monde. En mai 2023, le guide Tenzi Sherpa publiait sur son compte Instagram une vidéo du camp 4, perché à 7900 mètres d'altitude et recouvert de détritus. Alors attends, c'est cette photo-là, je crois. Voilà, tu vois tout ça là ? Tout ça, voilà, c'est du déchet. Là, t'as le camp. T'as le camp de base 4. 7900 mètres d'altitude. On a été pollué, l'humanité a été polluée jusqu'à 7900 mètres d'altitude. L'homme est un porc. Ce post, largement repris dans la presse, a suscité une indignation mondiale. Pourtant, cela fait des décennies que les alpinistes considèrent l'Everest comme une poubelle. Les riches occidentaux et asiatiques paient entre 60 000 et 120 000 euros pour atteindre le toit du monde. Et tu te rends bien compte à ce niveau-là que c'est pas pour toi, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre petite classe hein, de prolos. Nous, on est juste bons à travailler pour eux, hein, pour qu'ils puissent se payer ces vacances de luxe, bien entendu. Faire un selfie puis redescendre en abandonnant au passage leur matériel, leur déjection et même les cadavres de leurs compagnons qui n'ont pas résisté à cette épreuve physique extrême. Vous voyez quand je vous disais, non mais si tu dois y laisser ta vie pour que eux puissent, parce qu'ils ont payé, être sur le toit du monde, ça se fera. Si tu dois y laisser un Sherpa, c'est pas grave. Non, ils en sont là. Mentalement, il y a un problème. Calme-moi ça. Attends, c'est des non, c'est des déchets ça ? Non. Non. Alors c'est quoi la légende de ce truc ? Si, c'est ça. Ah non, je croyais que c'était des drapeaux, tu vois, je croyais qu'il y avait le drapeau français ou des trucs comme ça. Non, c'est de la merde. Ok. Donc là, la légende de la photo, c'est Shubham Kaushik et son Sherpa Lakpa au sommet de l'Everest sur un sol jonché de détritus où l'on se prend en photo. Mais comment tu veux prendre... Enfin, t'es obligé de te prendre en photo avec le ciel derrière, tu prends pas le sol en photo, c'est quoi le bordel ? C'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe. S'il y a autant de déchets sur les sommets népalais, c'est parce que leur ascension nécessite une grosse logistique. Il faut des kilomètres de cordes, des piolets, des crampons, des duvets, des tentes et de quoi cuisiner pour des centaines d'individus. L'année dernière, près de 478 personnes ont tenté l'ascension de l'Everest, des riches clients qui attendent toujours plus de confort dans ce territoire isolé, accessible seulement à pied ou en hélicoptère. Et voilà, on n'est plus sur je vais faire l'Everest dans des conditions dans des conditions d'alpiniste. Ah non, ouf, il me faut mon petit confort. T'as cru quoi ? Et moi j'ai du pognon, hein. J'ai le droit au confort. Hein. Celui qui vient gravir l'Everest achète une prestation de service. Aujourd'hui, les installations du camp de base, situé à 5364 mètres d'altitude, ressemblent au plus à de luxueux lodges qu'aux tentes rustiques des alpinistes d'antan. Climatisation, écran plat, toilettes privées, lit king size, couverture chauffante, spa 4G, repas avec des légumes frais livrés quotidiennement. Et comme... Non mais ils ont des Uber, ils ont des Uber à 7900 mètres d'altitude, foutez de ma gueule. Repas de légumes frais livrés quotidiennement. Et comme il n'existe pas de route carrossable entre Lukla, dernière ville, et avec un aéroport, et le camp de base, tout ce matériel est acheminé à dos d'hommes et de yaks le long des sentiers escarpés, mais aussi par les airs avec des rotations d'hélicoptères. Oh, c'est beau. On va communier avec la nature, hein. Mais à grands coups de carbone dans ta gueule et de diesel brûlé, enfin de kérosène là pour le coup, et ferme ta gueule, j'ai payé, j'y ai droit. Non mais... putain mais... Oh putain, mais la sainte météorite, abat-toi sur nous, putain, délivre-nous de tout ça, là. Fais-nous tous crever, non mais sérieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle industriel, explique François Carrel, journaliste et auteur du livre Himalaya Business.
Celui qui vient gravir l'Everest achète une prestation de service. On lui sert son repas jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Il ne s'occupe pas de savoir comment cette nourriture est arrivée jusque-là. Est-ce qu'il advient des restes? Non mais tu veux gravir l'Everest? Tu prends ton sac à dos et tu fous ta bouffe dedans. Putain de merde. Attends, moi j'allais dans les Pyrénées, on prenait exprès un camping où ça captait pas. En hauteur, en altitude. Exprès, pour être coupé de tout. Putain de bordel. Parce que ça nous forçait, et ça on n'avait pas envie, ça nous forçait à redescendre dans les villes plus basses si on devait passer un appel ou quelque chose. Alors on le faisait souvent, ça c'était les 2-3 derniers jours, parce qu'il fallait qu'on rappelle nos chefs à nos boulots pour savoir comment qu'on reprenait la planification, etc. On est sur un service touristique clé en main. Cette clientèle considère que les soucis de logistique ne sont pas de son ressort. Bah oui, non, mais après moi le déluge. Après moi le déluge, ma petite personne, mon petit ego. Mais va crever. Sérieux? Au début de chaque saison, des équipes de Sherpas appelées Icefall Doctor, notez l'accent anglais, super accent anglais, font une première ascension pour poser des échelles permettant de franchir des dangereuses crevasses du glacier du Khumbu, ainsi que des cordes fixes utilisées par les clients pour se tracter le long des pentes. Ce sont eux qui installent également les quatre camps d'altitude. Donc en fait, les vrais sportifs, ce sont eux, c'est les Sherpas. Hein. Après, le reste, c'est juste... voilà, t'es pas sportif, hein, tu utilises juste la logistique qu'on t'a mis en place. Hein. Ce sont eux qui installent également les 4 camps d'altitude plus sommaires que le camp de base, avec des tentes duvet, réchaud et provisions. Une fois l'équipement en place, les clients attendent la bonne fenêtre météo au camp de base. Parfois les conditions restent défavorables et certains repartent sans atteindre les sommets ou l'un des 4 camps sur le chemin. J'ai déjà trouvé des tentes fantômes, toutes prêtes pour l'ascension, mais qui n'ont pas été utilisées car les personnes ont renoncé pour une raison X ou Y, explique Brittany Bowles, alpiniste qui organise depuis 20 ans des expéditions de nettoyage des plus hauts sommets du monde. Cet équipement abandonné coûte cher, environ 1000 € pour un duvet, 500 € pour une tente, 500 € pour une bouteille d'oxygène. Putain mais... Vas-y, là t'as déjà 2000 balles. Vas-y, tu me les donnes, je rajoute 500 balles derrière, j'ai mon motoculteur tout neuf, moi. Y a pas de problème. Putain, et je galère pour ça, quoi. Eux, c'est... c'est comme s'ils avaient perdu 1 franc. 1 euro. Mais par rapport au montant total de l'expédition, cela ne représente pas grand-chose, dit Brittany Bowles. Oui, parce que le montant, je le rappelle, c'est 60 à 120 000 €. Vas-y, tu me les donnes, mais moi je te mets une exploitation aux petits oignons, hein. Ah, je te jure, hein, j'ai mes petites serres, j'ai mon système d'arrosage, je suis bien, moi. Hein. Juste avec 60 000 balles, je suis bien. Si tu sais pas quoi faire, si tu voulais monter l'Everest et que t'as abandonné, contacte-moi. Il y a moyen, je te file un rib, tu me balances ça sur mon compte, y a pas de problème. Je te fais un truc aux petits oignons. Et je te jure, j'appelle même les serres du nom que tu veux. Je mettrai une pancarte comme ça avec ton nom même, le nom, le tien. Tu seras le parrain de mes serres. Mais par rapport au montant total de l'expédition, cela ne représente pas grand-chose, dit Brittany Bowles. Ainsi, les alpinistes préfèrent tout laisser dans la montagne que de se fatiguer à rapporter leurs affaires. Putain de feignant de merde. On a le facteur épuisement et la météo qui peut être menaçante. On a le facteur épuisement. Eh ben, si t'es trop crevé pour aller en montagne, tu n'y vas pas. Si tu n'as pas la forme physique pour aller en montagne, tu n'y vas pas. Tu fais pas chier ton monde parce que t'as du pognon. Il faut parfois descendre rapidement et on peut laisser les affaires pour aller plus vite, explique Brittany Bowles. Certains Sherpas récupèrent parfois du matériel pour les revendre d'occasion dans la vallée, notamment des bouteilles d'oxygène. Beaucoup de prétendants au sommet ne sont pas des montagnards aguerris, bah tu m'étonnes. Et certains ne prennent pas le temps de s'acclimater à l'altitude. Résultat, ils utilisent massivement de l'oxygène, des bouteilles pesant entre 3 et 5 kg, qui finissent leur vie dans la neige ou parfois récupérées par des Sherpas. La fin des Sherpas ? Ils sont plus costauds et résistants que nous, et sont plus à même de faire cela, poursuit Brittany Bowles. Le peuple Sherpa, groupe ethnique originaire de la haute vallée de Khumbu,
possèdent génétiquement une forte capacité de résistance à l'altitude. Mais ils n'en restent pas moins soumis au risque d'avalanche, aux chutes de pierres ou de sérac, d'énormes blocs de glace. En 2023, sur les 18 personnes mortes en tentant l'ascension, 6 d'entre elles étaient des Sherpas. Leurs conditions de travail sont tellement rudes que certains estiment que le métier n'attirera plus de jeunes Népalais. Dans un documentaire du média Business Insider, alors là je vais écorcher ton nom, je suis désolé, Purba Wangshu, un guide Sherpa, explique avoir embrassé cette profession faute d'alternative, car il n'était pas allé à l'école. Il refuse que ses enfants suivent son chemin et juge qu'il n'y aura plus de Sherpa d'ici 10 ans. En attendant, les autorités promettent régulièrement d'améliorer les conditions de travail des Sherpas et font leur possibilité pour réglementer les ascensions. Cette année, pour la première fois, les alpinistes devront emporter un sac à excréments. Pour la première fois, depuis 20 ans où c'est touristique, les touristes devront emmener un sac à excréments pour ramener leur merde. Ça fait 20 ans qu'on entasse de la merde là-haut. Hein. Ah là là. Une obligation déjà mise en place sur d'autres sommets qui devenait indispensable. Nos montagnes ont commencé à puer. Voilà où on en est. Merci les riches, merci les bourgeois, merci d'avoir tout pollué et merci d'avoir littéralement foutu la merde partout, jusque dans les montagnes. Déclaré à la BBC en février dernier, Mingma Sherpa, le président de la municipalité rurale de Pasang Lamou, au pied de l'Everest. Nous recevrons des plaintes qui disent que des selles humaines sont visibles sur les rochers et certains grimpeurs tombent malades. C'est pas génial ça. C'est pas génial. On est en train de s'empoisonner nous-mêmes. Mais c'est super. Continuons. Ce n'est pas acceptable et cela érode notre image. Bah tu m'étonnes. C'est plus l'Everest, c'est un tas de merde. Pour faire leurs besoins durant leur ascension, les alpinistes cherchent des endroits plats, assez rares. Tout le monde utilise alors le même petit coin, et en altitude, leurs excréments ne se décomposent pas. Quand vous y allez, c'est immonde, car il y en a tellement que vous ne savez plus où poser les pieds. Confie Brittany Bowles. Ces dernières années, la glace a beaucoup fondu, faisant remonter à la surface... Oh les effets du réchauffement climatique. Oh bah merde, ça a tout fait fondre. Et puis la merde a commencé à se remettre tu sais, elle est plus congelée, à se remettre à être dégueulasse. Ces dernières années, la glace a beaucoup fondu, faisant remonter à la surface des décennies de crottes humaines. Cela devient un problème sanitaire, car, pour boire et cuisiner, on doit récupérer la neige. Oh putain, quelle horreur. Autour des camps et la faire fondre. Si elle est contaminée par les selles et les urines, on risque de tomber malade. Poursuit Brittany Bowles. Oh, c'est horrible, c'est dégueulasse. C'est devenu l'enfer. Cette nouvelle réglementation concernant les excréments laisse dubitatifs certains observateurs, comme François Carrel. Les clients qui abandonnent déjà leur matériel au sommet accepteront-ils de redescendre leur lourde déjection? Quand tu es à 8000 mètres, tu as une capacité physique et intellectuelle réduite. La gestion de ton caca, c'est compliqué, dit François Carrel. Les Sherpas vont-ils accepter de porter les excréments de leurs riches clients? Certains n'ont pas envie d'être rabaissés à porteurs de sachets de crottes. Enfin, reste à savoir qui vérifiera le poids du sac une fois rapporté. Cette tâche incombe aux agents du Sagarmatha Pollution Control Committee, le SPCC. Cette ONG créée en 1991 s'occupe de la gestion des déchets dans la région en publiant diverses réglementations. Par exemple, depuis 2014, les grimpeurs doivent rapporter avec eux 8 kg de déchets pour récupérer une caution de $4000. Mais dans les faits, ces règles ne sont pas souvent respectées. Bon, tu sais, ils sont plus à $4000 près, hein, déjà qu'ils laissent... ils en laissent pour $2000 de matos là-haut. Hein. 8 heures de marche jusqu'au camp de base. On est face à un État qui n'a pas le même pouvoir de contrôle qu'en France. Au Népal, les personnes étatiques chargées de contrôler peuvent fermer les yeux ou acceptent un compte-rendu falsifié, explique François Carrel. Autre nouvelle règle, elle est aussi difficile à appliquer. Chaque expédition devra descendre les corps des personnes décédées. Ah oui, parce que jusque-là, il est laissé là-haut. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Durant l'ascension, actuellement près de 200... Oh, putain, si, c'est vrai. Actuellement, près de 200 cadavres gisent sur l'Everest. L'armée népalaise a organisé une expédition en avril dernier pour
pour en rapporter 5, une opération délicate. Le terrain est très accidenté. Il faut naviguer entre les crevasses. Rien que pour rejoindre le camp de base, lorsqu'on est au camp 1, il faut 8 heures de marche. Imaginez cela en portant un corps, dit Brittany Bowles. Mais c'est une catastrophe. Hein. Mais vraiment, hein, l'humanité est une catastrophe. Hein. Abandonner des cadavres humains et plus globalement ces poubelles sur les neiges éternelles de l'Himalaya est une pratique ancienne. Les premiers explorateurs jetaient tout dans des crevasses. Alors moi je veux bien, mais quand les premiers explorateurs, t'en avais un de temps en temps, tu vois, parce qu'il fallait avoir une force physique, fallait être entraîné, fallait voilà. Ok. Là c'est devenu un truc touristique qui se fait à la chaîne, c'est industrialisé le bordel. Tu peux plus te permettre ça. Les premiers explorateurs jetaient tout dans des crevasses, comme l'explique le documentaire Everest Green de Jean-Michel Jorda en 1993. Une photo de l'alpiniste Pierre Royer montrait déjà les flancs de la montagne recouverts de vieilles bouteilles d'oxygène. À l'époque, ah oui, mais déjà à l'époque, tu vois, même en ayant quelques-uns qui avaient la forme physique et tout, des gens ont abandonné les bouteilles d'oxygène là-bas. À l'époque, on estimait déjà 17 tonnes de quantité de déchets sur les pentes de l'Everest. 10 ans plus tard, en 2003, un article de Libération parlait de 16 tonnes de matériel abandonné en 40 années d'exploration. Aujourd'hui, on atteint le chiffre de 35 tonnes. La situation a empiré car de plus en plus de touristes souhaitent aujourd'hui tutoyer les sommets. 478 permis ont été délivrés en 2023 contre environ 200 en 2010 et 388 cette année. Leur coût 11 000 $ par personne, un tarif qui passera à 15 000 $ en 2025. L'an passé, le gouvernement népalais aurait récupéré plus de 5 millions de dollars, une manne financière, dans un pays où le quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Regarde-moi ça. Alors, regarde-moi ça, tu vois des déchets partout, c'est hallucinant. La mise en place de quotas demandés par certains acteurs du secteur n'est donc pas vraiment à l'ordre du jour. Cela reviendrait à compromettre le développement économique du pays, explique Marion Chéniaud-Dupuis, première femme occidentale à s'être intéressée à la question des déchets dans l'Himalaya. En 2016, elle a lancé le projet Clean Everest pour nettoyer la face nord de la montagne, côté tibétain. Elle travaille aujourd'hui au Népal et accompagne une équipe de jeunes étudiants architectes et ingénieurs de Grenoble, qui souhaitent construire un centre de gestion et de revalorisation des déchets Pangboche, le plus ancien village Sherpa du pays. Pourquoi tu bugs? Situé sur la route de l'Everest. Le projet baptisé Tri-Haut pour l'Everest permettrait de pallier au manque d'infrastructures sur place. Même avec la volonté de bien faire, s'il n'y a pas de dispositif concret pour traiter les déchets, on ne pourra pas les gérer correctement. Je pense que la responsabilité revient aux professionnels qui encadrent les expéditions, dit Marion Chéniaud-Dupuis. Toutes les agences... Alors, si l'autre le fait, nous, on le fera. Toutes les agences qu'elle a contactées lui tiennent le même discours. Si l'autre le fait, nous, on le fera. Reste à savoir qui enclenchera la machine et surtout qui acceptera de réduire ses déchets et donc le confort de certaines expéditions. On est dans une activité industrielle de service loin des valeurs traditionnelles de l'alpinisme, comme dans tous les sites touristiques du monde. Il y a des déchets. Le château de Versailles, sans équipe de nettoyage, ne serait pas propre non plus, analyse François Carrel. Étant donné que ces poubelles d'altitude sont très difficiles à descendre, pourquoi ne pas les réduire à la source? C'est ça, on interdit les gens de monter. Moi, ça serait clair. Hein. Ces questions ne sont pas abordées dans la préparation d'une expédition, constate Marion Chéniaud-Dupuis. Les gens sont dans un rêve, ils ne voient que le sommet et leurs projets personnels. Alors voilà, les gens, non seulement sont dans un rêve, mais ça tu le constates à tous les niveaux. Tu leur parles de permaculture, les gens ils ont une image d'Épinal de la permaculture. Tu leur parles d'écologie, les gens ils sont ah oui l'écologie, faire des efforts, ah non, c'est pas pour moi. Non mais demande plutôt à lui, hein, parce qu'il pollue plus que moi. Voilà. Les gens ils vivent dans un rêve et ils vivent sur leur petit ego, hein. C'est eux d'abord, les autres après. Toute la logistique qu'il y a derrière, ils ne s'en rendent pas compte des touristes inconscients et qui devraient continuer encore longtemps à souiller les pentes du toit du monde. Et tu vois, petite analyse personnelle, je vous ai dit en début d'article que avant, on pouvait se permettre d'aller aux Pyrénées
dans des zones qui, exprès, on le faisait exprès, ne captaient pas le réseau. Et puis c'était très bien. On aurait pu payer pour avoir le wifi sur le camping, hein. On le faisait pas, hein, volontairement. Et régulièrement on montait assez haut, à, je crois que c'était 1600 mètres d'altitude. Si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'était 1600 mètres d'altitude. Catastrophe. On s'arrêtait pour camper, alors on essaie de trouver des zones un peu isolées, parce que pareil, t'as des zones très touristiques où t'as beaucoup de j'allais dire de condensation de population, mais c'est pas comme ça qu'on dit, de concentration de population, où t'as vraiment des milliers de personnes, et franchement, y a rien à voir. Y a rien à voir, t'as des gens partout. Enfin, tu peux pas observer quelque chose. Même les cascades, les gens ils sont au bord des cascades et tout, t'en as vraiment partout, des gens. Donc nous, on essayait de trouver des coins un petit peu plus isolés, machin et tout. Et régulièrement, on y montait avec un sac poubelle. Et on ramassait la merde des autres. Parce que même des coins où on trouvait un petit peu plus isolés, eh ben, les gens laissaient leur merde. Des gens ramenaient un sac poubelle pour pas laisser notre merde, hein, ne serait-ce que un petit bout de plastique de sandwich triangle, ou une canette de Fanta, ou que sais-je, même la bouteille d'eau. Enfin, on avait des gourdes. Mais quoi que ce soit, on voulait pas même la peau du saucisson, tu vois. Quoi que ce soit, on voulait rien laisser. Et régulièrement, on en profitait pour ramasser la merde des autres. Parce que, ben oui, même à 1600 mètres d'altitude, les gens, ils y vont, ils foutent leur merde, et ils ramassent rien. Moi, ça m'écoeure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mes petits pragmas. N'hésitez pas à me laisser votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Et puis comme d'habitude, tu connais la musique, même si ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, tu dois toujours la connaître, j'imagine. Tu n'hésites pas à t'abonner, à liker, à clocher et à partager. Partager, c'est très important si tu souhaites soutenir la chaîne. Et tu as une autre façon de soutenir la chaîne, celle-ci de manière plus pécuniaire, c'est à côté de ton commentaire, tu as un petit cœur avec $1, c'est le petit don merci. Tu mets la somme que tu veux, puis tu enlèves merci, tu mets ton commentaire, je te recevrai directement une notification. Sinon, tu peux passer par ma page Tipeee pour me financer, un motoculteur, des serres, ou ce que tu veux, fais ton choix. Bien sûr, la version payante n'est pas obligatoire, d'autant qu'elle ne vous apporte aucun avantage, si ce n'est le plaisir de soutenir la chaîne. La version gratuite est amplement suffisante, et quoi qu'il arrive, je t'en remercie. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.